on a besoin que ces côtés soient sentis. Il faut que celui qui l'écoute, sente que ces côtés... Celui qui le chante aussi... C'est émotionnel, voilà. C'est ces côtés-là remplis de rage et de trucs. Et de déception. Sous ces deux démocrates, le Grand Mali a connu 20 ans d'impunité, de corruption exacerbée. Le pouvoir d'un homme profite d'abord sa famille, empêche les infonier. Oh non. Ouais. Le pouvoir d'un homme profite d'abord sa famille, empêche les inconnus et favorise les amis. Sous ces deux démocrates, le Grand Mali a connu 20 ans d'impunité, de corruption exacerbée. Le pouvoir d'un homme profite d'abord sa famille, empêche les inconnus et favorise les amis. J'ai pas de travail. Des fois, je traîne avec des potes, on va chercher des stages, mais c'est difficile d'avoir des stages ici à Bamako. Sinon, j'ai terminé les études, j'ai un diplôme de gestion administrative, mais j'ai toujours pas pu avoir des stages. Quand même, ici au Mali, les études même ne te permettent pas d'avoir ça parce qu'on n'a pas suffisamment élevé pour avoir un niveau stable pour travailler dans des entreprises privées qui sont très très bien. Ça, c'est pas possible. La période que nous avons vécue n'est pas une période dont on peut être fier. Encore que c'était la période dite démocratique. Ça a été véritablement la chute pour le Mali. Cette démocratie qui veut nous imposer, faites comme nous, mais nous ne sommes pas encore vous. Nous ne sommes pas arrivés là. Les bornes que vous avez vues passer, quand elles viennent ici, elles viennent de la brousse. Quand elles viennent ici, elles sont payées, vous savez à combien? 14 € le mois. Allez leur demander de voter. Allez demander à leurs parents de voter. À Bamako, même aujourd'hui, ce n'est pas toutes les familles qui ont 3 repas par jour. Mais pas du tout. Nous avons la faim. Nous avons les épidémies. Nous avons l'analphabétisme à combattre. À combattre avant d'être comme vous, avant de penser, avant de crier, avant d'insulter. C'est bien, bien. Nous avons 80 ou 90 radios libres, c'est bien. Ça vous fait plaisir. Nous avons des journaux qui écrivent comme on écrit chez vous, qui malmènent comme on malmène chez vous. C'est bien, vous êtes contents, nous vous ressemblons. Mais au fond, ce n'est pas du tout ça, l'Afrique. Vous vous trompez. Vous faites un tort au continent. Vous faites un tort à nos peuples. Ils s'en rendront compte plus tard et vous n'y gagnerez pas. Les Maliens payent aujourd'hui le prix d'un modèle politique et économique imposé au Mali par les Occidentaux durant bientôt un demi-siècle. Et nous aussi, nous en payons le prix. La misère extrême a produit des millions d'émigrants. Et la déliquescence de l'État malien a ouvert une porte béante aux mouvements religieux radicaux dont les plus pauvres d'entre les pauvres sont devenus les soldats. Ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que cette déconstruction de l'État coïncide aussi avec la montée de l'intégrisme religieux, notamment du phénomène wahhabite, qui a une puissance d'argent. Aujourd'hui, derrière l'Arabie saoudite, c'est des gens aussi qui contrôlent le commerce, le commerce au niveau national. Donc la plupart des grandes boutiques, les grandes entreprises commerciales sont la propriété de ces wahhabites. C'est ce flux monétaire qui leur a permis de contrôler presque toutes les mosquées, parce que c'est eux qui font vivre ces mosquées, qui les entretiennent, et qui sont l'interface par rapport donc aux autorités publiques desquelles ils reçoivent des subventions aussi qui viennent des pays arabes. Il y a un grand programme de construction des mosquées un peu partout, presque dans tous les villages au Mali, à des moments où il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'adduction d'eau potable. Même quand on va dans certains coins, dans certains villages, on se rend compte que s'il y a adduction d'eau, cela est réalisé par l'Arabie saoudite. On voit le logo de l'Arabie saoudite, des fonds saoudiens.
On voit aussi le logo du Qatar qui finance beaucoup d'activités sociales. Le Mali est historiquement un pays où ont cohabité les musulmans soufis, tenant d'un islam de paix et de spiritualité, avec une population majoritairement animiste, croyant à l'existence de multiples esprits divins, animant aussi bien les humains que les animaux, les pierres ou le vent. Les pays arabes ont commencé la coopération bilatérale entre eux et le Mali, et dans ça, il y a des bourses qui sont offertes par-ci par-là, notamment en Égypte, en Tunisie, et ensuite en Arabie Saoudite, l'université islamique de Médine, où il y avait beaucoup de bourses et les gens partaient beaucoup. Donc de 70 à 80, il y a eu la première vague, en tout cas de jeunes gens qui sont allés étudier dans ces différents pays. Ces gens-là sont venus, ils ont fait des médersa où les gens ont commencé à faire le langage, à faire dicter, à faire ceci. Donc les gens à bas âge commencent à parler arabe, citent des hadiths, et donc ça a eu vraiment une propagation vraiment très rapide des médersa dans tous les coins et les recoins du pays. Ça fait des divergences entre les gens, mais ils étaient plus éloquents, plus convaincants, parce que sortis de l'université. D'autres sont des prêcheurs, certainement qui sont au contre de l'Arabie Saoudite. Que le ministère des Affaires religieuses en Arabie Saoudite les paye. Donc c'est comme ça qu'un mouvement wahhabiste est né au Mali, qui avait créé déjà des affrontements entre l'islam traditionnel malien et ces nouveaux dirigeants religieux revenus des universités arabes. Nous au Mali, on est soufis, on est musulmans, on est sunnites, on est tous tolérants. L'hospitalité est dans le sang, tous accueillants. Même avec les animistes, on est bienveillants. Mais depuis quelques décennies, avec les pétrodollars sont arrivés les wahhabites. Un puits, une mosquée, beaucoup moins tolérants. Ils financent les imams et les écoles avec leur argent. Ouais, c'est ça, influencer les influents. Qui sait, bientôt peut-être même le président. À partir de 5 heures du matin, quand ils se réveillent, ils font leurs ablutions, ils prennent le Coran, ils lisent quelques versets en attendant la prière de l'aube. Une fois la prière terminée, ils s'asseyent pour apprendre leurs leçons. Donc à 7 heures, ils interrompent. C'est le moment de la recherche du petit déjeuner. Il y a de ces enfants qui sont pris en charge par le maître et il y a de ceux qui se débrouillent pour en tout cas chercher à manger. Chez nous, ici, à 14 heures, les cours reprennent. Après la prière, ça reprend jusqu'à 17h, 18h. Une fois que tu es instruite dans l'école coranique, tu peux travailler dans les champs, tu peux travailler dans les jardins, tu peux faire le levage, tu peux beaucoup faire... C'est-à-dire que les mécaniciens, les menuisiers, en tout cas, chez nous, il n'y a pas de chômage. On dit qu'ils sont les enfants marginalisés, qu'ils sont les enfants délaissés, mais au final, ils ne regrettent pas parce qu'ils peuvent joindre les deux bouts dans l'avenir. Ils ont été initiés à tout.
non seulement l'adoration de Dieu, mais comment subvenir à ses besoins quotidiens dans la vie courante. Les écoles coraniques ont remplacé l'école publique. On en trouve dans tous les quartiers et villages, financées tout aussi bien par les pays du Golfe que par des donateurs privés. Mais elles sont gratuites, contrairement aux écoles privées catholiques qui sont réservées aux nantis.